Anecdotes croustillantes, potins épicés, confidences savoureuses ou histoires riches et copieuses à dévorer sans retenue? Bienvenue à la buvette à JF, là où des chefs, des passionnés, des gourmands et des créateurs de saveurs se mettent à table. Découvrons ensemble leur histoire, leur inspiration. Il choisirait le fromage comme aliment cuisiné pour le reste de sa vie s'il devait en choisir un seul. Bonne nouvelle, parce que pour lui, le plat réconfort par excellence, c'est un beau gros grilled cheese bien gourmand. Et quand il veut impressionner ses convives, il leur mitonne la meilleure fondue au fromage au monde. Ça fait pas mal de fromage pour la même personne. Si ça tombe bien, non seulement il est un des plus grands connaisseurs de fromage fin au Québec, mais en plus, il possède 5 formidables fromageries qui valent le détour. Yannick Achin, mesdames, messieurs. Merci. Au questionnaire blanc ou rouge, je te dis que tu prenais du blanc ou du rouge parfois. Tu avais de la misère C'est difficile de départager, définitivement. Ouais. Mais là, tu as choisi un blanc. Alors, santé. Santé. Content que tu sois là. Merci beaucoup de prendre quelques minutes pour venir nous voir ce soir, nous parler fromage. Donc, marchand fromager, en fait, c'est tout un contrat qui existe depuis combien de temps dans ta vie? Ça fait combien de temps que tu fais ça? J'ai fait l'acquisition du commerce de Saint-Jérôme. Ça va faire déjà 27 ans. En fait, j'avais 21 ans quand j'ai commencé dans le monde du fromage. J'ai fait l'acquisition d'une première fromagerie toute petite. Donc, au cœur du centre-ville de Saint-Jérôme, qui est encore aujourd'hui la maison mère, si vous voulez, où on dirige toutes les opérations parce que j'ai pu établir des nouveaux comptoirs avec le temps. Mais c'est à cet endroit-là qu'on gère un peu plus de 1000 produits. Donc, ça fait déjà toutes ces années-là dans le monde du fromage, oui. C'est pas une création spontanée. J'imagine que le fromage t'intéresse depuis longtemps ou c'était ça ou d'autres choses? Ça paraît drôle à dire, mais je me destinais plus dans les carrières finance, économiste, administration. Et puis, en travaillant derrière des comptoirs de fromage durant mes études, les gens posaient énormément de questions. C'était une période où les gens s'ouvraient à la gastronomie. Il y a 25-30 ans, les huiles d'olive, le vin. Les gens étaient curieux, posaient beaucoup de questions, pas beaucoup de réponses à donner derrière le comptoir. Je me suis mis à lire sur le fromage. J'ai trouvé que c'était vraiment intéressant. Il y a le côté culturel, il y a les régions, la géographie, la géologie associées derrière la production fromagère, les raisons d'une pâte molle, d'une pâte ferme, la météo. Géopolitique, tout ça, comme le vin, en fait. Tout ça me faisait m'ouvrait sur le monde. Puis je trouvais que par un produit, on apprenait sur d'autres cultures. Puis ça m'a vraiment allumé. Donc, essai-erreur, tu t'es formé sur le tas, carrément, à manger un bout de fromage ici, un bout de fromage là, connaître les différents types de fromage, les régions d'où ça venait. À une époque où on faisait peu de fromage au Québec. Là, il y a 30 ans, c'était le balbutiement. Moi, je me souviens, j'animais le Festival des fromages fins de Warwick à cette époque-là. Et il y avait des nouveaux fromages qui voyaient le jour à chaque fois. C'était presque un laboratoire là, dans les ce temps-là. Les années 80-90, ça a été vraiment une période effervescente dans le monde fromager où on produisait beaucoup. Comme tu dis, essai-erreur. Oui. Il y avait des bonnes choses, il y avait des moins bonnes choses. Les années ont passé. Puis au Québec, on a décidé d'aller vers la rigueur. La constance qualitative des différents produits qu'on retrouve. Aujourd'hui, le Québec est devenu le plus grand fabricant en termes de diversité de fromage en Amérique du Nord. Oh, quand même, hein? On est vraiment au-dessus de la mêlée en termes de qualité, en termes de diversité. Combien de fromages avons-nous au Québec? Au Québec, on doit être rendu à peu près autour de 1200 produits différents. Donc, des noms différents, avec des appellations différentes. Des noms différents. En fait, ce qui vraiment caractérise les fromages du Québec, c'est la façon de construire le fromage. Il existe différentes techniques. Puis ici, au Québec, on applique toutes les techniques possibles. Si je donne un exemple à Hollande, on pense au Gouda tout de suite. Ouais. Bien, vous allez en Hollande, on fabrique du Gouda. Le meilleur, probablement, mais de toutes les sortes. Absolument, mais ils font que cette technique fromagère-là. Ouais. Ici, au Québec, on fait des pâtes molles, on fait des pâtes semi-fermes, on fait des pâtes pré-cuites, on fait des bleus. On travaille avec différents types de lait, 4 types de lait différents, chèvre, brebis, bufflonne, vache. C'est vraiment un miroir de la diversité ethnique du Québec. Mais je te dirais qu'on est comme ça au Québec parce que si on pense aux microbrasseries, par exemple, c'est un bel exemple, c'est exactement ça. Quantité industrielle là, de bières artisanales différentes.
La même chose avec le fromage. On fait beaucoup plus que ce que le consommateur est capable d'absorber ici au Québec. Est-ce que c'est le cas du fromage aussi? Ben, les productions sont assez petites. Ouais. Donc, c'est ce qui permet de préserver, je dirais, la qualité des productions au Québec. On rêverait tous d'exporter des fromages du Québec. Je pense la plupart des fabricants en rêvent ou ambitionnent éventuellement de le faire. Mais je dirais que pour l'instant, la proportion, la grosseur, la quantité produite correspond bien au marché qu'on représente ici au Québec. Donc, on fournit bien le marché et le marché nous le rend bien. C'est-à-dire qu'on achète vraiment ce qui est produit. Ce qui est déjà une bonne nouvelle. Il y a de la place éventuellement pour étendre les marchés, mais je pense que le premier marché à conquérir pour le Québec, puis là, c'est ma vision à moi, mais c'est vraiment l'Ouest canadien ou les Maritimes. Mais notre carte de visite, elle est forte. La qualité est reconnue. La rigueur, la constance des produits qui sont faits ici au Québec est reconnue à l'extérieur du Québec. Donc, il y a cette possibilité-là, cette facilité-là qui va se présenter aux producteurs dans l'avenir. On ne distribue pas ou très peu nos fromages en dehors du Québec? Au moment où on se parle, très peu. Ça commence depuis 5-6 ans Même environ. en Ontario, par exemple, nos voisins, là... En Ontario, l'Ontario fabrique déjà des produits. Oui. C'est le deuxième plus grand producteur en termes de diversité. Il y a un marché en Ontario. On commence à l'investir, on commence à le concevoir. Les producteurs se voient dans d'autres provinces, réalisent qu'il y a un coût au transport, réalise qu'il y a une façon de transporter le fromage dans des distances qui sont autres que le Québec. Donc, tout ça, c'est de l'apprentissage. Au Québec, on parle de production. On va assister à une deuxième génération. La plupart des producteurs ont 20, 30 ans là, de production dans le corps. Tranquillement, pas vite, on va voir une relève. On va voir des changements dans les produits. Ça, c'est ce qui s'en vient là, dans les 10, 15 prochaines années. Ça va être intéressant à suivre. Combien tu as de produits dans ta boutique à Saint-Jérôme? À Saint-Jérôme ou dans l'ensemble de mes boutiques, on a à peu près 1000 produits dans une année. Oui. Ça nous amène une centaine de produits qui transitent dans les comptoirs chaque semaine. Donc, sur ces 1000 produits-là, 1000 titres, tu en as combien en pourcentage que c'est Made in Québec, par exemple? Je pense qu'on peut facilement dire qu'il y a 250-300 produits du Québec qui sont quand même. Quand on sait qu'on est ouvert sur le monde. Quand même. Donc, c'est très important pour nous et on essaie de le valoriser autant qu'on peut. Là, Entre toi et moi, est-ce qu'on peut dire que nos fromages accotent ceux des vieux continents? Je pense qu'on est rendu plus loin que ça, si tu veux mon avis. Oui, vas-y. Je pense qu'on est rendu à créer une identité qui est propre au fromage du Québec. Okay. Et le premier changement qu'on peut facilement imaginer aujourd'hui, c'est par exemple, on voit un fromage, par exemple, qui s'appelle le Riopelle. Tout le monde connaît le Riopelle ou à peu près, ou le pied de vent. On arrive à identifier des produits aujourd'hui qu'on aurait pu appeler brie, qu'on aurait pu appeler triple crème, double crème. Donc, des noms très génériques. Au Québec, on a commencé à distinguer les produits avec des noms qui sont propres, culturellement attachants dans le lieu où il est produit. Pied de vent, ça a une signification pour les Madelinots. Riopelle, ça a une signification pour les gens de l'île aux grues. Donc, on ne parle plus de est-ce qu'on est comparable? On parle, elle est où notre place à travers le monde fromager? Comment on se distingue? Qu'est-ce qui fait notre particularité? Puis on commence à avoir des éléments distinctifs. Juste par le nom, par exemple, on est capable de dire c'est du Riopelle. Ah oui, c'est quoi du Riopelle? Ben, Riopelle, c'est un grand peintre qui a beaucoup influencé l'île aux grues dans son approche, etc. Donc, déjà là, c'est de distinguer le produit puis d'en faire une donner identité des qui est... signatures, hein? Absolument. Un ADN particulier. Là. Revenons non pas à nos moutons, mais à nos fromages du début. Ça fait 27 ans, c'est ça? Oui, 25. 26. Donc, c'est à l'aube de ta cinquantaine. Oui, je suis dans la cinquantaine. Donc, évidemment, ça a évolué beaucoup, là, les fromages, depuis ce temps-là. Là. Au début, combien de titres tu pouvais avoir? Combien de fromages tu pouvais avoir dans tes boutiques au début? Là? Bien, au début, sans dire le nombre précis, on tentait par tous les moyens d'avoir tous les produits du Québec. C'était un objectif au début. Dans les années 90, on se faisait un devoir d'avoir tous les produits, tous les producteurs. Aujourd'hui, c'est impossible. Impossible. Puis le faire, ça serait pas rendre service aux producteurs du Québec. Je pense que moi, en tant que marchand, mon rôle, c'est d'avoir une régularité avec un producteur. Donc, chaque année,
mon équipe, moi, on sélectionne des producteurs avec qui on veut travailler, avec qui on veut avoir une constance dans l'approvisionnement. On veut lui donner une garantie de notre engagement. Donc, on travaille comme ça aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'il y a des années 90, des années 2000, on travaillait pour tous les avoirs. Mais aujourd'hui, c'est impossible. Et je pense que c'est une bonne chose. C'est Comme une belle tu ne évolution. peux pas avoir tous les produits du monde entier non plus. Non plus. J'imagine. Tu as 5 boutiques maintenant qui sont, somme toute, assez bien distribuées dans les Basses-Laurentides. On à est Montréal. Saint-Jérôme-Basse-Laurentide, 3 sur l'île de Montréal, donc Outremont, dans le quartier d'Outremont, une vingtaine d'années déjà. On est dans Dollard-des-Ormeaux, dans l'ouest de la ville, une vingtaine d'années presque aussi. La rue Beaubien, au coin de Boyer, là, entre Saint-Hubert et Christophe-Colomb. Donc, une boutique qui était déjà existante, qu'on a repris, qu'on essaie de ramener au goût du jour. Puis une boutique magnifique à Québec qui a déjà 14 ans dans le quartier de Limoilou. Donc, très beau quartier d'ailleurs, il y a des bons restos dans ce coin-là. Très Cendrillon, bon tu resto. as essayé? Cendrillon. C'est très bon. Ouais. La Planque, juste à côté. Oui, la Planque aussi. Très sympathique restaurant, très sympathique quartier. J'imagine que ça doit créer tu dois avoir une espèce de monitoring du goût des Québécois selon les régions. Est-ce que tu sens qu'il y a une différence de Québec à Montréal? Raconte un peu. Tellement. La première fois que j'ai fait l'acquisition du deuxième commerce, on s'est dit copier-coller, ça marche bien à Saint-Jérôme. Allons-y, on fait la même chose. Une année hyper difficile financièrement. Les gens n'adhéraient pas aux produits, tout ça. Puis là, on s'est dit, OK, là, on va écouter les gens. Puis on va essayer de trouver les produits qui correspondent à leur goût. Et en effet, chaque région a ses particularités, même sur l'île de Montréal. On va avoir plus de pâtes molles dans Outremont, par exemple, d'origine française. Les gens sont attachés à des grands classiques. Dans l'Ouest, plus des pâtes fermes, un peu plus anglophones. On s'amuse du côté des Goudas, des vieux cheddar, toutes les pâtes fermes d'affinage prolongé, des fromages italiens de durée d'affinage plus prolongée aussi. Donc, ça nous a permis de nous ouvrir sur plein de traditions fromagères qu'on n'avait pas nécessairement à Saint-Jérôme ou qui ne nous intéressaient pas à Saint-Jérôme. Puis finalement, Saint-Jérôme est devenu un petit peu la vitrine de toutes les boutiques dans leur ensemble. Parce que dans le fond, chaque ethnicité a son goût, sa préférence. Exactement. Alors qu'à Saint-Jérôme, ça doit être plus québécois en général. Québécois, mais avec le temps, on a fini par développer des typicités de produits. Puis les gens sont curieux, je dirais, dans les Laurentides. Donc, on a cette ouverture d'esprit-là. Puis on essaie. Il y a des essais, il y a des choses qui fonctionnent, des choses qui ne fonctionnent pas. On s'en formalise pas. Même qu'on a du plaisir à essayer, les clients embarquent facilement aussi dans le jeu. Donc, c'est un peu la beauté du métier. Québec, là. Ça dit quoi? À Québec, une très belle ouverture du côté des produits exotiques, des produits un petit peu plus particuliers ou avec des traditions fromagères particulières. Évidemment, très attaché au terroir du Québec. Donc, on se doit d'avoir vraiment une proximité avec nos producteurs, mais l'ouverture est sur le monde. On a beau penser produit du Québec, on a beau avoir cette fierté-là, puis cette volonté d'acheter des produits du Québec, les consommateurs québécois sont ouverts sur le monde et veulent voir ce qui se fait ailleurs. Tant mieux. Puis c'est comme ça qu'on va être meilleur si on goûte ce qui se fait de meilleur dans le monde. Oui. Toi, pour sélectionner tes produits, je te suis un peu sur les réseaux sociaux, tu es partout dans le monde, là, tu te promènes beaucoup. Hein? C'est une des beautés du métier. Oui, absolument. Hein, j'imagine que oui. Ceci dit, c'est le côté glamour un peu, parce que quand il faut que tu sois dans une salle de traite à 5 h du matin ou à 4 h, dans le fond d'une campagne, il pleut dehors, il fait -6, tu es en haut de la montagne. Oui, tout ça, ça paraît bucolique et on essaie de prendre les meilleures photos. Absolument. Ça fait d'excellentes photos. Mais on est 2 pieds dans le bout. On est dans des zones reculées. Hein. Je suis rarement dans les grandes villes. Puis avec des portes qui n'ont pas d'adresse. Donc, tu peux chercher pendant des heures. Des fois, un producteur... dire que tu es un chasseur de fromage? C'est-tu un peu ça? Ah, c'est bon. OK, je fais un parallèle. Quand je donne des formations dans les écoles, je dis souvent, je fais le plus vieux métier du monde, un peu comme les marchands d'épices de l'époque. Ils partaient, ils revenaient avec des épices, avec 25 histoires. Il y a un plus vieux métier du monde. Plus vieux que ça? Oui.
J'ai eu peur, je pensais que tu m'amenais là. Non, j'ai pas fait de comparaison là. Mais je fais le même métier. C'est juste qu'aujourd'hui, on se promène avec un cellulaire, on est à 6 heures de vol, puis ça prend pas 3 mois se rendre quelque part, puis au risque de notre vie, quoique des fois, on peut se poser la question. Mais c'est rien d'extraordinaire. Je vais juste à la recherche, je m'informe, j'apprends, je mange avec les bergers, j'apprends ce qu'ils mangent, j'essaie de comprendre leurs difficultés, leurs problématiques, leurs défis, leur vision du monde aussi qu'ils nous partagent. Tu manges avec des gens qui, des fois, sont pas souvent sortis de leur patelin parce que c'est exigeant, la culture, c'est exigeant, la traite. C'est tous les jours, 2 fois par jour. Ces gens-là quittent pas nécessairement le domaine et nous parlent de leur vision du monde, nous parlent de comment ils voient le Québec, par exemple, ou quelle impression ils en ont, ou ils rêvent de venir au Québec pour X raisons, puis de voir cette vision qu'ils ont de nous et nous d'eux. C'est des beaux moments de partage, des beaux moments d'éducation culturelle aussi sur ce qu'on est, ce qu'on vit, ce qu'on échange. Donc, tu vas chercher certains fromages qui ne viendraient pas ici au Québec si c'était pas de cette chasse-là? Je pense qu'il y a des produits qui ne seraient pas au Québec si je les avais pas amenés. Puis je le dis sans prétention. C'est mon job, c'est mon travail. Un peu, les gens le font dans le vin. Hein, ils vont chercher des producteurs et ils les ramènent ici. Ce qui est extraordinaire au Québec, c'est ce que la plupart des producteurs du monde aiment faire des affaires avec le Québec. Pour eux, c'est une façon de partager ce qu'ils font et ce qu'ils sont. Et le Québec, ils savent que le Québec a cette ouverture-là. C'est vraiment parce qu'on n'est pas un gros marché. Financièrement, entre guillemets, on n'est pas intéressant. C'est même plus intéressant de vendre aux États-Unis, 300 millions d'habitants. Mais le Québec a la curiosité de vouloir essayer. Puis ça, c'est notre grande carte. Quelle est ta ligne directrice là, quand tu rentres un fromage chez vous? Est-ce que ça doit être un fromage fermier? Ça doit être un fromage qui vient d'une petite récolte? Une des choses qu'on regarde, c'est le lait vient d'où. OK. Comment ils s'approvisionnent dans le lait. C'est la matière première, c'est la matière qui va donner la qualité du fromage. Quand on voit un fromager, on rencontre un fromager, ton lait vient d'où? Quand il nous parle avec fierté du producteur avec qui il travaille. Quand on a l'occasion d'aller voir ce producteur-là, voir comment les vaches sont alimentées, ça paraît tout ça, on sait tout ça, mais le faire concrètement, s'assurer du processus de fabrication, c'est la base du travail. Donc, on rencontre les producteurs de lait, on rencontre les fromagers qui transforment la qualité de ces laits-là. Un fromager qui comprend la qualité des laits qu'il a en main, comment il traite ces laits-là, de quelle façon, comment ils vont transformer les laits, pas juste dans le cahier de charge, mais aussi au niveau de l'affinage, quels sont les soins qui sont apportés. Toutes ces particularités-là font une sélection chez Yannick Fromagerie. Est-ce que ça exclut les fromages commerciaux, industriels? Non, il y a de la place pour les fromages industriels. Ouais. Il y a des belles qualités de produits dans les fromages industriels. Il y a des industriels qui travaillent très bien. Les industriels du Québec travaillent super bien. Quand on regarde ce qui se fait dans d'autres endroits. Je te conte une histoire rapidement. Vas-y, prends le temps qu'il faut. Je donne un exemple, juste pour dire jusqu'à quel point c'est pas toujours pareil partout. Je suis aux États-Unis, on visite, je suis sur un jury de concours, puis il y a toujours des activités en parallèle autour du concours. Je vais voir une visite, je fais une visite de fromagerie, fabrication d'un fromage à pâte ferme que je connais pas. Donc, on visite tout l'endroit, la fabrication, tout ça, très intéressant. Mais il y avait un petit détail qui m'accrochait. Chaque fois qu'on visite une fromagerie, habituellement, tu arrives, la première salle que tu visites, c'est la salle de réception du lait. On n'a pas visité cette salle-là, donc on est 4-5, on pose la question. Vous recevez le lait où? Tout fier, il nous amène dans un hangar, ouvre la porte, c'est des poches de lait en poudre. Oh! Non. Mais pour lui, c'était normal. Pour lui, c'était correct. Puis je dis pas que son fromage n'était pas bon, je fais juste dire, il y en a des différences dans les grands producteurs. L'exemple est assez frappant. Au Québec, on n'a pas cette situation-là qui se prête même chez les grands industriels, tu sais. Du lait en poudre, mais c'est pour dire... tu l'aurais goûté à l'aveugle. Est-ce que tu aurais détecté que c'est du lait en poudre? Je sais pas, non, je crois pas. Je pense pas avoir incroyable la prétention de aussi. Ça. Ouais. C'est pour dire. Donc ici, on travaillait pas avec des laits frais. Le circuit était complètement différent. Donc ça exclut ce produit-là de tes tablettes. Moi, dans mon livre à moi, ça fait pas que ce fromage-là, il est pas bon, il est juste pas dans mon répertoire. Lait cru, thermisé... homogénéisé, pasteurisé. Est-ce que tu as une opinion là-dessus? Ou... On fait du bon dans tout, on fait du mauvais dans tout. Ouais. Je pense qu'il faut faire le tri, il ne faut pas avoir de préjugés.
Il y a la microfiltration qui arrive dans l'industrie de plus en plus, dans les grands industriels. Ils font des qualités de produits irréprochables. Ils donnent aussi un accès à la consommation du fromage, il ne faut pas l'oublier. L'accessibilité, le prix. En termes de prix, là. Ben oui, ouais. ça fait une différence. C'est pas tout le monde qui peut se payer des fromages à 100 $ le kilo Non. nécessairement. Donc, c'est important d'avoir toute la gamme, d'avoir cette ouverture-là. Puis mon rôle, dans le fond, c'est de dire comment il est fait. C'est pas de dire il est bon ou il est pas bon. Oui, je fais une sélection pour mes boutiques, c'est vrai. Mais mon rôle à moi, c'est de transmettre l'information. Le client va décider. Il veut quoi? Il veut manger quoi? Il veut manger comment? C'est à lui de le décider. Il est capable de prendre cette décision-là. Moi, je ne suis pas là pour lui dire mange ça, mange ça. Moi, je te suggère ça, c'est fait de telle façon, c'est bien fait. Mais si tu veux essayer autre chose, j'ai d'autres choses aussi, puis je peux t'en parler aussi. Puis tu auras l'opportunité de choisir. Puis ça, c'est la particularité du Québec, c'est d'avoir le choix. Est-ce que tu dirais que les gens tendent plus vers les laits crus ou les laits Je pense pasteurisés? Non, c'est sûr que je pense que les gens aujourd'hui conçoivent qu'un lait cru va avoir des qualités aromatiques qui sont plus complexes. Il va s'attendre à quelque chose de différent. Mais il ne sera pas fermé nécessairement à un lait pasteurisé. Envie de quelque chose de simple, lactique, beurré. Bon, tu peux acheter un lait pasteurisé, tu vas avoir satisfaction à court terme, à moyen terme. Tu as envie de quelque chose de plus élaboré, plus raffiné, plus recherché. Tu as envie d'essayer un nouveau producteur qui travaille de façon artisanale. Bon, ben, ça sera un lait thermisé ou un lait cru, puis ça sera très bien aussi. Donc, je ne peux pas dire qu'il y a vraiment une tendance. Je pense qu'il y a toujours cette ouverture-là, puis cette accessibilité-là. En général, est-ce que les gens préfèrent, mettons, je comprends qu'il y a des diversités de goûts. Est-ce que les gens préfèrent les pâtes molles aux pâtes fermes ou semi-fermes? Ça, c'est vraiment une question de culture. Okay, ça, c'est vraiment une question de culture, comme je disais. Donc, là, tu le vois dans chacune des boutiques. Oui, il y a des qualités aromatiques. Ça, je vois des tendances qui changent. Je donne un exemple. Historiquement, les gens arrivaient, voulaient des fromages forts, des fromages doux. OK. C'est à peu près le niveau de vocabulaire. Ouais. Aujourd'hui, les gens veulent des fromages caramélisés, un peu friables, un peu cassants. Je veux des fromages lactiques, pas trop acidulés. Tu sais, le vocabulaire a beaucoup changé. Donc, ça change toute la dynamique quand on propose un produit. On ne peut plus dire ça, c'est fort, ça, c'est doux. Il faut se mettre au niveau. À une époque, au Québec, on faisait une dégustation de fromage. Il y avait du brie, du camembert. La Vartie. Oui, là, c'était flyé. Oui. Et il y avait du cheddar, puis du cheddar marbré. Ouais. Hein? Les choses ont bien changé. Quand j'ai commencé le concours Caséus comme jury à Saint-Hyacinthe, il y a, je pense qu'il y a 20 ans, je me souviens, on avait 50 cheddar en dégustation. Il n'y avait aucune autre catégorie à part le Oka. Aujourd'hui, je pense qu'il y a plus de 135 produits avec, je m'avance 15 catégories différentes. C'est complètement fou, là. Il n'y a pas d'endroit dans le monde où on a évolué aussi rapidement dans la diversité. Il n'y en a aucun. Ça ne m'étonne pas. Ouais. L'expérience client chez vous, comment tu la vois, comment tu l'imagines, comment tu la livres? Ça passe, je pense, par la qualité de l'information. Ça passe par la valorisation des produits qu'on commercialise, c'est-à-dire vraiment décrire d'où il vient, comment il est fait, etc. Je pense que le métier de marchand fromager, le métier qu'on essaie de valoriser chez nous, doit transmettre ces informations-là. C'est la direction à prendre. Et puis, le consommateur, finalement, a le dernier mot. Donc, la qualité des coupes que l'on fait, être à l'écoute du client aussi sur ses besoins. Est-ce que c'est un fromage qui doit être consommé rapidement? Est-ce que c'est un fromage qui doit durer dans le temps? Est-ce que donner des conseils aussi sur la possibilité que le fromage peut donner après un plateau de fromage, toutes les options qui s'offrent à lui après le premier plateau finalement. Donc, je pense que c'est un petit peu tout ça, la prestation qu'on doit donner aux clients. À une époque où on a de la difficulté à recruter du personnel, est-ce que tu as ce défi-là chez toi? Oui, je ne suis pas différent des autres entreprises. Il y a toujours un grand défi. Le défi sur la qualité de vie qu'un commerce de détail peut offrir à son équipe. Je pense que le commerce de détail de spécialité a peut-être plus de facilité d'atteindre cette qualité de vie-là par des heures d'ouverture réduites, par des journées de travail, des journées de congé. C'est difficile pour moi de parler de tout ça parce que moi, j'ai connu l'ouverture 7 jours sur 7, puis ouvert tard jusqu'à 21 h le soir. Pour moi, ça a été un grand changement, un heureux changement.
Puis je souhaite que le consommateur comprenne que l'accessibilité à des commerces d'information de qualité avec des gens compétents, ça nécessite peut-être des changements d'habitude du côté du consommateur pour accéder à ces commerces-là. Puis je le dis avec beaucoup d'interrogations. Oui. Ça veut dire quoi maintenant? Là? Ça veut dire que tu ouvres plus 7 jours sur 7? Bien, j'ai des commerces à Montréal qui sont fermés le lundi. Pour nous, ça a été un changement majeur de fermer une boutique dans un grand centre comme Montréal. Je comprends. Et on réalise que ça n'a pas tant d'impact que ça. Ça nous permet de ramener le personnel, concentrer le personnel, donc sur des heures de service plus importantes. Ça nous permet d'avoir du personnel plus qualifié, plus conscient encore, moins étendu. Donc, je pense que malgré la fermeture, admettons, de certains services, on augmente la qualité du service. Puis pour la promotion, la valorisation des fromages du Québec, entre autres, c'est une bonne chose. Donc, c'est un passage, je pense, obligé. C'est à suivre. Je connais pas l'avenir. Moi, je pense que on devrait tous se plier un peu à ce genre d'horaire-là. Ça serait mieux pour tout le monde. C'est pas un caprice du commerçant, c'est ça qu'il faut comprendre. Non. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Les pertes, parce qu'il y a des pertes. Comment on gère ça, les pertes parce que là, à la fin de l'année, il doit y avoir beaucoup de pertes. Étonnamment, il n'y en a pas tant que ça dans nos boutiques. On gère de façon très, très serrée. On travaille avec des durées de vie sur les produits pour avoir un arrimage entre l'arrivage et la fin du lot. Donc, on a vraiment... En fait, chez nous, on a vraiment quelqu'un de dédié sur ça qui, chaque semaine, valide ce qui va rentrer, ce qui doit sortir. C'est vraiment un travail titanesque sur le nombre de produits qu'on gère à Saint-Jérôme principalement, mais dans tout l'ensemble des boutiques. Et les qualités d'affinage, on s'entend avec chaque producteur sur le niveau d'affinage, le temps de vieillissement, ce qui nous permet de calibrer le prochain arrivage. Donc, les productions sont ajustées. Donc, vous choisissez certains de vos produits en conséquence du temps qui vont rester frais et bons. Oui. Et les temps d'affinage sont définis même en Europe avec nos fromagers là-bas, où on se déplace et on dit, OK, là, ce fromage-là doit faire, par exemple, 12 jours de bateau, il y a 30 jours, tant de jours de transit. Il faut qu'il ait tant de temps d'affinage, de vieillissement en cave. Il faut l'emballer de telle façon. Et les producteurs qui sont réceptifs à tout ça pour s'assurer d'avoir une qualité au bout de la chaîne, ils sont gagnants parce qu'on augmente nos volumes avec ces gens-là. Et au Québec, on fait la même chose. On va même placer nos commandes avant même que le bassin de lait soit rempli pour confirmer notre engagement qu'on achète des produits chez les producteurs du Québec. Et vous faites une rotation dans les produits que vous avez pour vous permettre ce genre de trucs-là. Tout à fait. Tout à fait. Ce qui nous amène à proposer pas toujours les mêmes fromages, puisqu'entre deux lots, il peut y avoir des manques. Donc, il y a des lots qui sont convenus entre les différents lots. Donc, c'est un travail titanesque, mais on a un point d'honneur à toujours respecter la qualité des produits le plus possible pas juste pour éviter les pertes, pour que le consommateur ait le meilleur produit sur son plateau. En fait, c'est ça notre préoccupation. Je comprends. Absolument. Donc, la fraîcheur du produit est franchement importante. Ça évite les pertes en ayant cette philosophie-là. Parce que malgré le fait qu'on pense qu'un fromage, plus ça vieillit, meilleur c'est pas vrai non plus. Là. Non. Il fut un temps, on se dit, il est vieux, il est bon. Puis une des parenthèses qui nous distingue, c'est que dans nos magasins, on ne fait pas de sandwich, on ne fait pas de plat cuisiné parce que c'est souvent la porte de sortie. Dans nos boutiques, on a décidé d'enlever ça parce qu'on s'est dit, si on met de l'énergie pour transformer un produit à perte, on est capable de mettre autant d'énergie pour assurer la qualité du produit. Et vous y arrivez? Puis on y arrive. C'est toute une science. J'imagine que c'est toute une science. On a des catalogues d'inventaire qui sont hebdomadaires. C'est au quart de tour. Puis, sinon, tu te fais du macaroni au fromage, quoi? Sinon, moi, je me fais du macaroni au fromage. En mange en masse. Je suis un spécialiste du macaroni au fromage. C'est clair. Il faudra que je t'invite pour faire ton macaroni au fromage. Est-ce qu'il y a un fromage qui se vend
mettons, un titre là, qui se vend là, de façon incroyable au Québec? Au Québec. Y a-tu des champions là, okay. Tu dis, hey, ça, c'est mon plus gros vendeur? Bien, chez nous, à la fromagerie, on a fait à travers nos consommateurs, nos clients, on a fait un petit concours pour savoir quel était son meilleur fromage dans l'année qui a été consommé chez nous. Parce qu'on a un historique d'achat qui est individualisé pour chaque client. Et on a eu un top 3, je peux l'annoncer. Là, ça va sortir dans les réseaux sociaux bientôt, mais on a un premier produit qui est le fleur d'alpage, qui est un fromage allemand qu'on importe depuis 2 ans, fabriqué à la frontière autrichienne. Un produit qui a des fleurs en surface qui sont comestibles, cultivées en bio et qui a beaucoup de succès chez nous. Une pâte ferme? Une pâte semi-ferme, ferme. Des noix de beurre fondu, très fruité, floral, herbacé, évidemment, parce qu'on peut consommer des fleurs. Le deuxième fromage... Fromage allemand, quand même. Fromage allemand. En première position. C'est quand même étonnant. Étonnant. Ouais. Deuxième fromage, un produit du Québec. Ça, j'en suis très, très fier. Coopérative de l'île aux grues. On est avec le fromage de la bête à Séguin. Ceux qui font les riopelles. Ceux qui font le riopelle ont sorti une deuxième génération de produits avec la bête à Séguin. Yves Séguin qui a fait l'illustration. Marc Séguin, pardon. Oui, absolument. Ouais. Marc Séguin qui a pris un peu le relais de riopelle sur l'île. Donc, une pâte molle, crème, beurre, côté navet au beurre aussi. Très, très particulier comme fromage. Un fromage vraiment à découvrir. Qui a du caractère. Qui a du caractère. Il faut qu'il soit dégusté à un bon niveau d'affinage, pas trop, juste assez. C'est un produit qui est le plus fragile dans nos comptoirs. J'imagine que ça doit être difficile à gérer. On travaille fort avec la coopérative, d'ailleurs, pour arriver à quelque chose, mais on a des grands défis de transport avec l'île. C'est pas simple. Non, c'est pas simple. Pour ceux qui ont déjà été à l'île aux grues. Là. Ensuite, on a, en troisième position, dans les préférences chez nos clients, nous, là, je parle pas pour l'ensemble de l'industrie, le comté. Un grand classique que beaucoup de gens connaissent, qu'on retrouve aussi en grande surface, mais on a des comtés chez Yannick Fromagerie qui sont sélectionnés à des niveaux d'affinage spécifiques. Donc, chaque 2 ans, j'ai quelqu'un de mon équipe ou moi qui se déplaçons dans les caves d'affinage avec le chef de cave pour faire les réserves de 2 ans avec le comté. Donc, on est sur un grand classique français d'appellation d'origine protégée en lait cru. Tu as développé toute une expertise, tout un métier. Tu as développé carrément... Je me suis amusé. J'ai essayé d'en faire une profession avec marchand fromager. J'ai essayé de montrer que ce qu'on faisait, c'était plus que de couper du fromage. Tant mieux si les gens croient en nous. Tant mieux, parce que on est un peu le dernier maillon de la chaîne. Hein? Faut jamais oublier ça. On est le dernier rempart avant le consommateur. Les producteurs de lait, les producteurs de fromage comptent sur nous pour parler de leurs produits. Je pense que c'est important ce qu'on fait. Et ça nous est tous arrivé d'avoir acheté des fromages passés de date, périmés, pas mangeables, et d'avoir payé le prix, hein? Malheureusement. Ça coûte beaucoup plus cher. Ce livre magnifique est disponible chez vous en exclusivité. En exclusivité, la deuxième édition, en fait, en couverture souple. 2.0. Une infographie qui a été retouchée. C'est important de mentionner photographe de Québec qui nous a produit les photos. C'est le premier livre qui parle des fromages du Québec avec les fromages du monde. J'ai rien vu de tel encore sur le marché. C'était important pour moi de montrer que les fromages du Québec, c'est pas une bébite à part. C'est une bébite qui fait partie du monde fromager. Puis je l'ai positionné pour qu'il soit parmi les autres, parmi ses confrères de d'autres pays. C'est pas une encyclopédie sur le fromage. Je suis parti des questions de clients. C'est-à-dire que le client arrive au comptoir, dit « J'aimerais 5, 6 fromages. » OK. Comment on les sélectionne? Donc, dans le fond, j'explique quels sont les critères de sélection, comment choisir des fromages, tenir compte des textures, des couleurs, des intensités, d'où ils viennent, etc. Donc, je donne, si vous voulez, la poutine de sélection. Je me suis amusé ensuite à reprendre ces critères de sélection-là et à créer des recettes un petit peu toutes faites. Ça, c'est ton domaine, mais c'est pas des recettes de fromage, mais créer des plateaux équilibrés, mais avec des thématiques un peu particulières. Par exemple, des fromages qui sont fabriqués par des moines. Parce qu'il en reste très peu dans le monde. Il y en a quelques-uns au Québec, mais il y en a aussi dans le monde. Mais bon, je veux juste des fromages fabriqués par des moines. OK. Mais là, il faut des textures, des couleurs, des particularités différentes pour avoir un plateau équilibré, mais avec une thématique. Donc, j'ai créé toutes ces recettes-là. Et à la fin, finalement, je détaille chacun des produits dont je parle dans mon livre. Donc, c'est pas tous les fromages qui se retrouvent dans mon livre. J'ai sélectionné des produits. Je les ai amalgamés avec les produits de l'extérieur, avec leurs avantages, leur qualité,
Et puis, ça fait un livre de 300 pages. Eh oui, très substantiel. Hein? Aussi bourratif qu'un beau plateau de fromage. Aucun doute là-dessus. Ton fromage préféré? Tu peux te lancer là-dedans ou c'est comme genre, pose-moi pas cette question-là? La question qui tue. Hein? Ça dépend vraiment de mon humeur. Ouais. Là, mais mettons, OK. Un fromage que je vais acheter, là, définitivement, le comté, c'est un produit que je redécouvre toujours. Okay. Il n'est jamais pareil. Il y a des saisons, il y a des années. C'est un produit qui est toujours, malgré la rigueur, la constance de cette appellation-là, c'est un produit qui donne toujours un côté différent, des goûts différents. C'est un produit qui me passionne tout le temps. C'est pas pour rien que c'est un des produits que tu vends le plus, hein? Probablement, oui. Hein? Ça doit avoir une influence. Et là, tu vas nous faire dans quelques instants The Fondu au fromage. The Fondu. Par The Spécialiste. Il est mieux d'être bonne, hein? La barre est haute. J'ai hâte de goûter à ça. Merci encore une fois d'être là. Merci.